L'Égypte ancienne, une civilisation qui a résisté au passage du temps et de l'histoire, un peuple qui a révolutionné le cours de l'humanité avec ses grandes découvertes. Il y a des milliers d'années, les Grecs et les Romains étudiaient déjà le mystère des grandes pyramides, et encore de nos jours, le charme magique et les secrets de ce peuple demeurent intacts. Des découvertes, de la magie, de l'aventure. En exclusivité pour nous, Zahi Hawass, archéologue mondialement connu, nous révèle les dernières découvertes stupéfiantes de la civilisation égyptienne. En sa compagnie, nous visiterons des sites qui n'ont jamais été montrés auparavant. Nous découvrirons des fouilles qui ne sont pas encore achevées. Nous pénétrerons dans des passages souterrains et des tunnels non explorés. Un voyage fascinant dans le plus grand monument que l'homme ait jamais construit. Que reste-t-il à découvrir sous le sable du désert égyptien? Quel mystère reste caché dans la vallée des rois? Qui étaient vraiment les Égyptiens? Quelles étaient leurs croyances? En quoi consistait la vie quotidienne il y a 3000 ans? Un mystère qui durait depuis plus de 3200 ans devient la plus grande découverte archéologique du siècle grâce au courage et à l'intuition d'un homme. Un pharaon oublié reprend sa place dans l'histoire. L'enfant roi Toutankhamon, la découverte de la tombe de Toutankhamon est la plus grande découverte archéologique. Cette découverte eut lieu le 4 novembre 1922. Howard Carter faisait des fouilles dans la vallée des rois et le porteur d'eau trouva l'entrée. Howard Carter arriva à l'entrée et trouva la tombe qu'il cherchait depuis 5 ans. L'archéologue anglais Howard Carter découvrit 16 marches d'un escalier qui menait à la tombe de Toutankhamon. La tombe était intacte, personne n'y avait pénétré auparavant, mais ce n'est que 22 jours plus tard que Carter se rendit compte de l'importance de sa découverte. Howard Carter disait « Le 26 novembre fut un jour clé, le plus beau jour de ma vie, comme on peut espérer qu'il y en ait un autre. » À la moitié de l'après-midi, près de 10 mètres après cette porte, on en trouvera une deuxième. Les sceaux étaient encore plus difficiles à déchiffrer, mais le sceau de Toutankhamon et celui de la nécropole royale étaient encore lisibles. Rapidement, tout s'éclaircissait. Il suffisait de casser la porte murée pour trouver les réponses à nos questions. Peu à peu, et d'une manière qui nous semblait désespérément lente, tous les gravats qui recouvraient la partie inférieure de la porte furent enlevés, et enfin, le mur d'obturation devint entièrement visible. Ce fut le moment décisif. Face à ce mur, Howard Carter a-t-il pensé se trouver à un pas de la découverte archéologique du XXe siècle, un événement qui rendrait son nom immortel, ainsi que celui du pharaon qu'il menait à la lumière, Toutankhamon. Jusqu'à ce jour, Toutankhamon n'était qu'un nom oublié des siècles durant, un pharaon qui ne vécut pas suffisamment longtemps pour laisser un signe tangible de son passage sur Terre. Un pharaon dont le nom n'apparaissait même pas sur les listes royales des dynasties de l'Égypte ancienne. Ces listes furent en fait interrompues entre Amenhotep III et Horemheb, en nommant les noms de 4 souverains, les pharaons surnommés hérétiques, Akhenaton, Smenkhara, Heyi et bien sûr Toutankhamon. Toutankhamon était un des rois de la 18e dynastie. C'était un jeune roi qui mourut à l'âge de 18 ou 19 ans. Il y a une sorte de secret ou de mystère sur la manière dont il est mort. L'enfant pharaon vécut et régna pendant une des périodes les plus troubles de l'histoire de l'Égypte. Il devint roi peu après la mort d'Akhenaton, le souverain qui mena à bien une révolution sociale, politique et religieuse sans précédent. Le panthéon égyptien fut remplacé par un dieu unique, Aton, le soleil, pour lequel Akhenaton construisit une ville entière, telle est Amarna, et ferma tous les temples dédiés aux autres dieux. À la mort du pharaon, une période trouble s'ensuivit, pendant laquelle les prêtres d'Amon, le dieu tout-puissant, parvinrent à rétablir la situation antérieure. Toutankhamon ramena de nouveau le centre religieux du pays à Karnak et de nombreux éléments qu'Akhenaton avait fait pour changer le culte d'Aton et pour faire disparaître le culte d'Amon-Ré furent détruits. Le centre religieux revint à Karnak et Amon-Ré devint à nouveau le dieu le plus important. Les temples d'Akhenaton furent démontés et les pierres réutilisées dans d'autres monuments. Ce qui est pratique car certains temples ont été préservés malheureusement de manière fragmentée. En 1339 avant Jésus-Christ, avec le soutien des mêmes prêtres, Toutankhamon devint pharaon à l'âge de 9 ans. Avant la découverte de sa tombe, on savait peu de choses sur ce jeune roi, mais aujourd'hui, il est bien plus connu que n'importe quel autre pharaon d'Égypte ancienne. Toutefois, certains aspects de sa vie restent enveloppés de mystères, comme par exemple l'identité de ses parents. Si on regarde la famille de Toutankhamon, certains spécialistes pensent que son père était Amenhotep III. Je pense que son père était Akhenaton. Sa mère, pour moi, était la reine Kaya, mais certains pensent qu'il s'agit de Néfertiti. Nous ne savons pas vraiment. Même sans l'existence de preuves archéologiques qui nous fournissent une réponse certaine sur les parents de Toutankhamon, il semble certain qu'il est né et qu'il a vécu son enfance à Tel El Amarna. Cette hypothèse nous est suggérée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, son nom. Toutankhamon, pendant les premières années de sa vie, signifie « l'image vivante d'Aton ». La tombe royale à Amarna comporte également un mur avec la représentation des funérailles de Mekhetaton, une des filles d'Akhenaton et de Néfertiti. Selon une théorie, Mekhetaton mourut en couches, en donnant naissance en fait à Toutankhamon, que l'on représente sous la forme d'un bébé dans les bras d'une mère nourricière.
Selon certains experts, cependant, l'enfant pharaon était le beau-fils d'Akhenaton, car il avait épousé une des filles du pharaon hérétique et de Néfertiti. Mais il existe encore une autre théorie qui semble plus probable. Nous pensons qu'il était le fils d'Akhenaton. Toutes les preuves que nous avons nous disent qu'il était un des enfants d'Akhenaton. Nous savons qu'Akhenaton n'avait que des filles de la très célèbre reine Néfertiti. 6 filles. Il n'avait pas de fils de Néfertiti. C'est pour cela qu'il avait une deuxième femme, dont le nom est Kia. Et c'est Kia qui a apporté le fils d'Akhenaton. Il semblerait que le jeune Toutankhamon ait épousé sa demi-sœur. La seule certitude que nous ayons est que le garçon fut couronné à Tel el Amarna, mais qu'il abandonna rapidement cette ville pour revenir à Thèbes, où il changea son nom pour celui de Toutankhamon, l'image vivante d'Amon. La présence de Toutankhamon dans la ville a dû être brève. On ne trouve pas de changement des noms des temples pour attester de sa présence. Et la plus grande date sur tout type de documents confondus ici, essentiellement des étiquetages des jarres, c'est celle de l'année 2. Puis, nous savons qu'il se trouve à Memphis. Oui, c'est un décret qui rejette tout ce que Akhenaton a à faire et qui restaure les temples. Dans ce décret, on sait que l'époque d'Amon est terminée. Et peu d'années se sont écoulées entre la mort d'Akhenaton et ce rejet formel par Toutankhamon, c'est-à-dire l'intervalle qui représente la fin de la période Amon, peut-être pas plus de 3 à 4 ans. La première tâche qui incombe au très jeune pharaon est de réintroduire le culte d'Amon. Le pays était accablé, les sanctuaires des dieux tombaient en ruine. J'ai prié les dieux et les déesses afin qu'ils m'aident, mais ils ne m'ont pas écouté. J'ai œuvré constamment afin de regagner leur faveur. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé leur temple détruit, les lieux sacrés profanés et les courbes couvertes d'herbes folles. J'ai reconstruit leur sanctuaire, j'ai rénové les temples et je leur ai offert de nombreuses offrandes précieuses. J'ai fait faire les statues des dieux en or, incrustées de lapis-lazuli et d'autres pierres précieuses. La réintroduction du culte d'Amon était une décision très importante que Toutankhamon ne pouvait prendre à lui seul. Après la mort d'Akhenaton et le retour de la cour à Thèbes, le culte d'Amon-Ré redevint extrêmement puissant. Le très jeune âge de Toutankhamon permettait aux prêtres d'exercer une influence sur lui et de se réapproprier le pouvoir qu'Akhenaton leur avait enlevé. Ce rétablissement fut suivi d'un retour à Thèbes en tant que capitale du royaume. Dans le grand complexe des temples d'Amon-Ré, à Karnak, il fit construire une grande avenue bordée de sphinx à tête de bélier, ce qui reliait le temple d'Amon à celui de Mut, sa femme divine. De plus, il réintroduisit la fête ancienne d'Opet, qui était la fête de dévotion la plus solennelle à la triade thébaine formée par Amon, Mut et Khonsu. À Luxor, il fit ériger une statue de lui-même et de sa femme que l'on attribua plus tard à Ramsès II. Toutefois, c'est proche de cette statue que l'activité de Toutankhamon en matière de travaux publics atteignit son paroxysme. Nous nous trouvons dans la procession de colonnes du temple de Luxor qui fut commencée sous Amenhotep III et abandonnée sous Akhenaton. Ces colonnes sont un témoignage de la dévotion de Toutankhamon à Amon-Ré, car il acheva une grande partie de ces merveilleux décors. Malgré sa célébrité, Toutankhamon créa peu de choses. Son règne ne dura que 10 ans. Il mourut avant même d'avoir 20 ans. Ce fut une mort soudaine qui surprit tout le monde, y compris ceux qui travaillaient à la construction de son tombeau. Quand l'enfant roi mourut, le lieu pour son repos éternel n'était pas encore prêt, et son corps embaumé fut placé dans un autre lieu de repos, indigne d'accueillir un roi. Il s'agit en fait d'une chambre funéraire de petite taille, composée d'un couloir court qui mène dans une antichambre devant une zone réduite dénommée annexe, dans laquelle on conservait les objets et la nourriture dont le pharaon aurait besoin dans l'au-delà. À partir de l'antichambre, on peut atteindre la chambre funéraire et le petit trésor. Dans l'ensemble, la tombe est de dimension modeste, mais elle est l'un des lieux les plus fascinants et les plus importants associés à l'histoire de l'Égypte. La célébrité de Toutankhamon est due à la découverte de sa tombe, la seule trouvée intacte dans la vallée des rois, grâce à la ténacité et à l'intuition d'Howard Carter. Carter commença les fouilles dans la vallée des rois en 1907. Il était financé par George Edward Herbert, Earl de Carnarvon. Mais pendant de nombreuses années, les fouilles ne donnèrent pas le résultat escompté. Ce n'est qu'après des années de recherche que, finalement, en 1922, l'archéologue anglais trouva ce qu'il cherchait. Ce jour-là, Carter arrive sur le site et trouve les ouvriers silencieux. Et le contremaître vient vers lui et lui dit « Nous avons trouvé quelque chose que vous devriez voir ». Et il l'emmène sur le site, à un endroit précis, et lui montre la première marche de la tombe. À ce moment, Carter ne sait pas qu'il va trouver la tombe de Toutankhamon. Mais il est certain d'avoir, enfin, trouvé quelque chose d'important dans la vallée des rois. Donc, il descend les marches vers la tombe. Après avoir fini de nettoyer l'escalier, il parvient à une entrée qu'il trouve bouchée, avec les sceaux de la nécropole de la vallée des rois. Il appelle James Henry Breasted, afin de lire ensemble le nom inscrit sur ces sceaux, et il voit qu'il s'agit des sceaux avec les cartouches de Toutankhamon. Il commence à comprendre qu'il s'agit de la tombe de Toutankhamon, mais il trouve également 2 sceaux qui indiquent que la tombe a été ouverte après les funérailles de Toutankhamon. Il a donc quelques soupçons que la tombe ait pu être cambriolée dans l'Antiquité. Vous imaginez, ces 2 sceaux qui scellent cette porte lui donnent des doutes quant à la tombe.
Est-elle intacte ou pas? Mais il poursuit les fouilles et il envoie un message à Lord Carnarvon afin qu'il vienne le rejoindre pour cette découverte. Lord Carnarvon le rejoint alors qu'il finit ce couloir et ils atteignent la tombe à l'autre entrée. Jusqu'à son arrivée, toutes les entrées étaient fermées et scellées avec les noms de Toutankhamon. Et là, à cet endroit, Lord Carnarvon le rejoint et ils se mettent à briser les sceaux ou cette porte afin de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Carter allume une bougie pour voir ce qui se trouve à l'intérieur et Lord Carnarvon lui demande « Que voyez-vous? Que voyez-vous » Et il répond « Je vois une lueur d'or à l'intérieur. » En a-t-il? Ce qui signifiait que la tombe était intacte quand il la voit pour la première fois. Il voit également avec Lord Carnarvon pour la première fois que la tombe est remplie d'objets. Des milliers et des milliers d'objets. La tombe déborde d'objets. C'est un grand moment pour eux. Ce qu'ils ont trouvé se trouve dans tous les livres d'égyptologie, car ce fut un grand moment pour l'histoire de l'égyptologie. Aussi car, pour la première fois, on trouvait une tombe intacte dans la vallée des rois. Quand Carter finit d'ouvrir le passage dans cette pièce ou antichambre, il trouve une pièce remplie de milliers et de milliers d'objets. La plupart d'entre eux en or et en pierres précieuses ou semi-précieuses. Tout était disposé et enveloppé très soigneusement, prêt à tenir compagnie au roi dans son voyage dans l'au-delà. Il commence à travailler vers l'ouest jusqu'à atteindre un grand mur. Et là, il y a une entrée scellée avec des cartouches de Toutankhamon. Carter était parvenu à un moment clé. L'antichambre était presque dégagée et il allait casser le mur qui le séparait de la chambre funéraire où il espérait trouver la momie du pharaon encore intacte. Howard Carter disait « Avec un soin extrême, je cassai le plâtre et commençais à retirer les petites pierres qui formaient le haut de la partie supérieure du mur. Le désir de tout arrêter pour regarder à l'intérieur était irrésistible, et quand au bout de 10 minutes, le trou était suffisamment grand pour regarder à l'intérieur, j'insérai une lampe torche. La lumière me révéla un spectacle ahurissant. Les personnes qui se trouvaient dans le tombeau à côté de Carter lui demandèrent s'il voyait quelque chose. Ce à quoi l'archéologue répondit « Oui, des merveilles. » Encore la voix d'Howard Carter. À environ 1 mètre de la porte, dans quelque direction que ce soit, une quantité importante de matériaux bloque l'accès à la chambre. Ce n'était rien d'autre qu'un mur en or massif. Il vit le reflet de l'or qui brillait sur son visage. Car les tombeaux en bois doré qui recouvraient les sarcophages du roi, se trouvaient juste derrière ce mur. Et ils se mirent à soulever les tombeaux, 6 tombeaux, systématiquement, l'un après l'autre, jusqu'à atteindre ce merveilleux sarcophage en quartzite. Puis, ils soulevèrent le haut du sarcophage. Une fois la partie supérieure du sarcophage enlevée, Carter trouva le sarcophage extérieur, fait en or massif. Puis, ils l'ouvrirent et trouvèrent un autre sarcophage, fait en bois doré, et quand ils le soulevèrent, ils se retrouvèrent face à la momie. Malgré la taille réduite, la tombe est recouverte de représentations qui ont toutes beaucoup à nous raconter. Regardez au début, on peut voir les funérailles. On amène la momie de Toutankhamon dans un tombeau. Puis, après cela, nous avons Haï, le grand prêtre qui devint roi d'Égypte, qui ouvre la bouche de Toutankhamon et lui dit « Je t'ouvre la bouche afin que tu puisses manger. Je t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir. Je t'ouvre le nez afin que tu puisses respirer dans l'au-delà et tu deviendras roi. » Puis, vous avez des scènes de Toutankhamon en compagnie de Dieu, en particulier Hathor, la déesse de la beauté et de l'amour, et Osiris. Regardez, ils le tiennent avec amour et affection. Osiris lui dit « Viens dans mon royaume, tu deviendras l'un d'entre nous, tu deviendras Dieu. » Et Hathor, tout comme Isis, sa mère, le tient avec amour. Et encore une scène et un extrait du livre d'Amduat, ce que l'on trouve dans l'au-delà, et puis nous voyons Anubis qui bénit également Toutankhamon. Peu de scènes, mais toutes très importantes, qui nous montrent qu'Osiris acceptait le roi qui reposait sous des cercueils d'honneur pour vivre pour l'éternité. La nouvelle de la découverte se répand rapidement dans le monde entier, et elle devient encore plus sensationnelle de par une supposée malédiction qui semble frapper ceux qui ont pris part à la découverte. On dit, en fait, qu'à l'intérieur de la chambre funéraire, on trouva une tablette en terre cuite qui disparut par la suite avec une inscription explicite « Les ailes de la mort frapperont quiconque osera déranger le repos du pharaon ». À l'époque, on apporta différentes versions de la malédiction, mais toutes s'accordaient à rendre responsable pour tout événement malheureux la colère du pharaon, dont le repos éternel avait été dérangé après près de 33 siècles. Ce qui donna naissance à cette légende fut la mort soudaine de Lord Carnarvon quelques mois après la découverte. Dans les années qui suivirent, plusieurs personnes associées, même indirectement à la découverte de la tombe, eurent différents accidents. Pour cette raison, de nombreux journaux se rendirent compte que la malédiction était une information plus fascinante que la découverte en elle-même et contribuèrent à l'entretenir en rapportant la moindre rumeur. Et, encore de nos jours, la malédiction continue de faire la une. J'ai pris la momie et je l'ai introduite dans l'appareil tomographique. Et ce qui est surprenant, c'est qu'après avoir mis le corps du roi Toutankhamon à l'intérieur de l'appareil tomographique, l'appareil s'est arrêté. Je me suis mis à penser qu'il y a peut-être quelque chose que l'on pourrait appeler la malédiction des pharaons, ou la malédiction de Toutankhamon. Pourquoi l'appareil s'était-il arrêté?
Même si la tombe était de taille limitée, on y trouvait des milliers d'objets en or et en argent, le plus grand trésor jamais découvert. Ces merveilleux objets au musée égyptien du Caire ont séduit le cœur de tout le monde. Chaque objet nous raconte une histoire. Un régime alimentaire, par exemple. Il aimait la bière. Nous avons un grand nombre de cruches à bière. Nous nous intéressons à la nourriture. Nous avons de nombreuses informations sur la nourriture et l'alimentation du roi. La tombe peut nous raconter des choses sur ce jeune homme qui a régné pour une si courte période. Mais c'était un âge d'or. On a retrouvé des dizaines de vases et d'animaux en albâtre. Le trésor, dans sa grande partie, était composé d'un reliquaire en or qui protégeait 4 vases canopes en albâtre. Ces derniers contenaient les organes internes du jeune pharaon. 3 magnifiques têtes de lit en bois doré occupaient tout le mur de l'antichambre où se trouvaient également de nombreux objets. Parmi ceux-ci, un splendide trône doré avec une des plus rares représentations de Toutankhamon avec sa femme principale, Ankhésénamon. Le couple royal est représenté dans un moment de grande intimité car la femme applique un onguent parfumé sur le corps du souverain. Les 2 jeunes gens sont représentés avec une seule sandale au pied, un signe de l'amour éternel qu'ils s'étaient mutuellement juré tant dans les temps meilleurs, symbolisé par le pied chaussé de la sandale, que dans les temps difficiles, le pied nu. Nous avons un très petit tombeau doré. Ce tombeau est recouvert de scènes merveilleusement belles entre Toutankhamon et sa jeune femme dans des poses très différentes. Les objets que nous avons ici nous montrent qu'ils étaient très amoureux l'un de l'autre, même s'ils étaient très jeunes quand ils se sont mariés. Toutankhamon a épousé Ankhésénamon peu avant d'être couronné, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans, et au fil des ans, leur amour est devenu plus profond. Ils étaient amoureux. Tout dans cette tombe nous le montre. On le voit sur les objets, comme cette statue de la reine qui se trouve au musée égyptien du Caire. Regardez la reine. Elle se penche vers lui, elle le touche. Quand il meurt, elle pose cette fleur. Et nous savons qu'il n'avait pas d'enfant. Les seules preuves que nous ayons sont les fœtus qui montrent qu'ils ont eu 2 enfants morts-nés. Nous espérons pouvoir faire des prélèvements pour étudier l'ADN pour trouver la relation entre ces fœtus et le roi Toutankhamon. De tous ces objets retrouvés dans la tombe, les plus précieux sont ceux qui se trouvaient dans la chambre funéraire. Le corps du pharaon était protégé par 4 tombeaux en bois doré, les uns à l'intérieur des autres. À l'intérieur se trouvait un grand sarcophage en quartzite qui contenait encore 3 autres sarcophages, les 2 premiers également en bois doré et le 3e en or massif. Carter disait: on souleva le couvercle en utilisant les poignées dorées et la momie du pharaon apparut. Plus de 3000 ans s'étaient écoulés depuis que des yeux humains avaient contemplé ce qui se trouvait à l'intérieur de ce cercueil en or massif et, en comparaison avec la brièveté de l'existence humaine, toute perspective commune semblait disparaître. Devant nous se trouvait allongé tout ce qui restait du jeune pharaon qui, jusqu'à ce jour, n'avait été que l'ombre d'un nom. Et donc, le visage de la momie était protégé par un merveilleux masque en or qui nous indiquait la physionomie du pharaon. Le plus bel objet sur Terre, le masque en or, j'ai l'impression qu'il parle. Quand je le regarde, ce visage, ses yeux, il est vivant. À l'intérieur du masque se trouvait gravé un vers du texte du sarcophage qui accompagnait le pharaon dans l'au-delà. Je te salue, toi au doux visage, toi dont les yeux voient, toi qu'Anubis a assemblé, toi dont Ptah-Sokar a vanté les mérites, à qui Chou a prêté aide, toi au doux visage parmi les dieux, toi que Ré donna à Osiris pour la chose secrète qui lui fut faite, afin d'en finir avec le tort que Seth lui fit. Puisses-tu le rendre esprit, puisses-tu soumettre ses ennemis, puisses-tu le guider vers les lieux paisibles du royaume des morts, puisses-tu briser la conspiration de Seth, que je sois celui qui perdure, et ce qui a été ordonné, perdurer comme Ré pour toujours.